Que fait cette petite près de mon tableau de maître? Ôtez-moi ces mains sales de là, sur le champ. La voix acérée de Monique Lefebvre lacéra l'atmosphère distinguée de la galerie du château de la Rivière. Elle frappa dans ses mains avec une violence contenue, un geste sec qui traitait Chloé Dubois, âgée de 12 ans, comme une bête indésirable. Ces personnes n'ont aucune place auprès de l'art. Sandrine, veuillez contrôler votre fille avant qu'elle ne brise un objet de grande valeur. Soulées au plafond, les pampilles des lustres de cristal diffractaient la lumière en une myriade d'éclats dorés sur les visages choqués des convives opulents, qui se détournèrent pour savourer le spectacle. Sandrine, la mère de Chloé, vêtue de son humble uniforme noir, se sentit défaillir. Elle accourut, le visage cireux, des excuses incohérentes se formant sur ses lèvres tremblantes. « Mille pardons, Madame Lefebvre, je vous en supplie. Chloé, éloigne-toi immédiatement. » Pourtant, Chloé resta figée, comme si ses pieds avaient pris racine dans le marbre froid. Ses yeux perçants, d'une intelligence rare, étaient rivés sur la toile impressionniste évaluée à 12 millions d'euros, avec une concentration si profonde qu'elle semblait dialoguer avec l'œuvre. Un silence lourd s'installa dans la galerie. Chaque regard était fixé sur l'enfant, anticipant sa défaite, ses larmes, sa fuite honteuse. À la place, des mots d'une pureté et d'une assurance stupéfiantes jaillirent, formulés dans un français d'une élégance presque surannée. Cette peinture est une contrefaçon. Un murmure collectif ondula à travers la salle, une vague de stupeur. Cet enfant, à peine réprimandé pour sa simple présence, venait non seulement de s'exprimer avec une éloquence déconcertante, mais aussi de porter un jugement fatal sur leur plus belle pièce. Comment la fille d'une employée de maison, du haut de ses 12 ans, pouvait-elle percevoir ce qui avait échappé à des légions d'experts? Le docteur Geneviève Mercier traversa la foule pétrifiée, le son de ses talons résonnant comme un métronome autoritaire sur le sol lustré. Propriétaire du domaine et sommité dans le monde de l'art, elle était habituée au débat sur l'authenticité. Mais jamais de la part d'une enfant, et avec une telle certitude. « Pardonnez-moi, jeune fille, dit le docteur. Mercier en français, se penchant jusqu'à croiser le regard de Chloé. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire? La voix de Chloé était basse, mais empreinte d'une conviction inébranlable. Le coup de pinceau, dans l'angle inférieur droit. Il est discordant avec la méthode de Monet en 1894. L'analyse chimique de la peinture indiquerait la présence de liants synthétiques, développés seulement à partir des années 1950. La foule retint son souffle une seconde fois. Cette fillette de 12 ans ne maniait pas seulement un français de salon, elle employait un jargon technique que bien des universitaires peineraient à maîtriser. Le visage de Monique Lefebvre devint écarlate. C'est grotesque. Que peut bien savoir la progéniture d'une domestique sur l'impressionnisme français? Le docteur Mercier leva une main pour calmer son ami, son attention entièrement captivée par le visage impassible de Chloé. Poursuivez, je vous en prie. En anglais, cette fois. L'emplacement de la signature est aussi une anomalie, enchaîna Chloé, sa transition linguistique d'une fluidité parfaite. Monet a posé sa signature sur la série des nymphéas dans le coin inférieur gauche. Ici, elle se trouve à droite, et la préparation de la toile. Elle marqua une pause, jetant un œil furtif à sa mère, qui semblait au bord de l'évanouissement. L'enduit révèle une application mécanique, et non la préparation manuelle d'une toile d'artiste de 1894. La tasse de thé du docteur. Mercier resta suspendu en l'air. Ce n'étaient pas des intuitions d'enfant. La jeune fille articulait avec une précision clinique les doutes qu'elle-même entretenait secrètement depuis plusieurs semaines. « Où avez-vous acquis ce savoir » chuchota T.L. « Je lis, madame. Depuis 12 ans. Chaque jour, pendant que ma mère travaille, je dévore les ouvrages de votre bibliothèque. J'ai appris seul le français et l'italien afin de consulter les sources originales en histoire de l'art. » Sandrine Dubois s'interposa, les mains tremblantes. « Je vous demande pardon, docteur Mercier. Chloé a toujours été une enfant curieuse, mais je n'aurais jamais cru qu'elle oserait. » Le docteur Mercier se redressa lentement, l'esprit en ébullition. Une experte insoupçonnée avait-elle vécu dans leur ombre, invisible à tous, pendant toutes ces années? Chloé, dit-elle d'une voix douce qui contrastait avec son trouble intérieur. Je pense que nous devons avoir une discussion très sérieuse, vous et moi. 2 heures plus tard, dans l'atmosphère studieuse de la bibliothèque du château, une odeur de café corsé se mêlait à celle du vieux papier.
Le docteur. Mercier observait Chloé, dont les yeux balayaient les rangées de livres reliés en cuir avec une aisance déconcertante, comme si elle était chez elle. Prouvez-moi ce que vous valez, lança le docteur. Mercier d'un ton neutre, en indiquant une pile d'ouvrages d'art sur une table massive. Avec une dextérité surprenante pour son âge, les mains de Chloé feuilletèrent un lourd volume et s'arrêtèrent sur une reproduction. Ce Caravage, commença-t-elle dans un italien sans accent, date de son exil napolitain, en 1609. La palette assombrie et la tension frénétique de la touche en sont les témoins. Le docteur. Mercier en resta bouche bée. L'enfant n'avait pas seulement identifié l'artiste et sa période, mais aussi l'état psychologique qui sous-tendait la création. Et cette œuvre ? Demanda-t-elle, désignant une autre image. Période bleue de Picasso, 1903, répondit Chloé en espagnol. Peinte suite au suicide de son ami Carlos Casagema. La posture accablée du sujet est le miroir de la dépression de l'artiste. Le seul son était le frôlement des pages que tournait le docteur. Mercier, la soumettant à un test après l'autre. Chaque réponse était formulée dans la langue natale de l'artiste. Chaque analyse témoignait d'une compréhension stupéfiante du contexte. L'entrée de votre catalogue pour la série des ballerines de Degas comporte une erreur de 3 ans, affirma Chloé avec calme. Le style des tutus et l'architecture de l'opéra la situent en 1877, non en 1874. La main du docteur. Mercier tremblait légèrement en consultant ses fiches. Chloé avait vu juste. C'était une incohérence qui la taraudait depuis des mois. Depuis combien de temps étudiez-vous ma collection ? Depuis que j'ai appris à lire, répondit Chloé à voix basse. Ma mère a été engagée ici quand j'étais toute petite. Durant ces pauses, je me réfugiais ici. Ces livres sont devenus mes professeurs. Elle désigna son vieux téléphone portable. J'ai appris les langues avec des applications gratuites. D'abord le français, la langue de l'histoire de l'art. Puis l'italien pour la Renaissance, l'espagnol pour Goya, l'allemand pour les catalogues de musées. Le docteur. Mercier était fasciné par la musicalité de la voix de Chloé, qui s'adaptait à chaque langue avec une prononciation irréprochable. J'ai relevé d'autres problèmes d'authenticité dans vos acquisitions récentes, poursuivit Chloé, presque dans un souffle. Mais qui prêterait attention à la fille de la femme de charge ? La portée de cette phrase frappa le docteur. Mercier de plein fouet. Cet enfant prodige avait évolué dans leurs murs pendant 12 ans, développant une expertise digne d'un conservateur de musée, et il l'avait traité comme un élément du décor. C'était cela, le véritable scandale d'authenticité. Le docteur. Mercier se pencha vers elle, son thé complètement oublié. Les yeux de Chloé pétillaient alors qu'elle énumérait les anomalies de 3 autres œuvres. Des analyses pigmentaires erronées, des anachronismes, des signatures douteuses. Chaque point était argumenté, précis, implacable. Le docteur. Mercier comprit avec effroi que cet enfant de 12 ans avait décelé des failles que toute son équipe d'experts avait ignorées. Des failles qui menaçaient le château de poursuites judiciaires et d'une ruine réputationnelle. Chloé, dit-elle enfin, vous avez été la ressource la plus précieuse et la plus ignorée de cette maison pendant une décennie. Les épaules de l'enfant s'affaissèrent. Je voulais seulement apprendre, madame. Je ne voulais causer aucun tort. Du tort ? Le docteur. Mercier se leva d'un bond. Ma chère, vous venez peut-être de nous épargner la plus grande débâcle que le monde de l'art ait jamais connue. Dehors, la lune baignait les jardins d'une lumière argentée. À l'intérieur, une prise de conscience radicale s'opérait. Le docteur. Mercier se retourna vers cet enfant remarquable. Chloé, une dernière question cruciale. Êtes-vous absolument certaine pour le Monet ? Chloé opina de la tête, sans l'ombre d'une hésitation. Je l'ai observé pendant des mois. Les preuves matérielles sont irréfutables. Dans ce cas, nous alertons les authentificateurs, déclara le docteur. Mercier, son téléphone à la main. Parce que si vous avez raison. Elle s'interrompit, fixant le visage résolu de Chloé. Si vous avez raison, nous sommes peut-être sur la piste de quelque chose de bien plus vaste qu'un simple faux. L'histoire de Chloé prenait racine dans les dépendances du château de la Rivière, où sa mère, Sandrine, officiait comme gouvernante depuis 15 ans. Maman a été embauchée alors qu'elle m'attendait, raconta Chloé. Les Mercier nous ont permis de loger ici.
Le docteur. Mercier servit une nouvelle tasse de thé. J'ai grandi entre deux mondes, continua Chloé. En haut, les chefs d'œuvre. En bas, les meubles récupérés. J'ai appris à me faire oublier. Sa passion était née à 4 ans, devant un livre sur le musée du Louvre. Je voulais déchiffrer les légendes sous les images. Mais l'éducation formelle coûtait trop cher. Les refus de stage mentionnaient toujours son manque de diplôme. Alors, je me suis créé ma propre université, dit Chloé en balayant la bibliothèque du regard. Je mémorisais les catalogues pendant que maman nettoyait les cadres. Je m'entraînais dans le métro avec des applications linguistiques. Le docteur. Mercier écoutait, fasciné, le récit de ses années d'apprentissage clandestin. Maman disait, ils peuvent te fermer des portes, mais pas vider ta tête. La blessure était là, à fleur de peau. Des années à être jugé sur son origine sociale plutôt que sur son intellect. L'an dernier, maman a pris un travail de nuit au musée d'Orsay, dit Chloé, pour que je puisse voir les œuvres de près, même après la fermeture. Le docteur. Mercier sentit une boule se former dans sa gorge. Votre moteur, demanda-t-elle, qu'est-ce qui vous a fait tenir? Le regard de Chloé s'intensifia. Prouver que la connaissance n'a ni code vestimentaire, ni prérequis économique. Le lendemain, au laboratoire de conservation du château, le docteur. Mercier dit à Chloé, examinez cette toile comme si c'était une scène de crime. La main de Chloé était d'une précision chirurgicale. Sous la lumière crue, les défauts du tableau sautaient aux yeux. La touche hésitante, ici, murmura Chloé. Et ce pigment, le blanc de titane, est anachronique de plus de 20 ans. Après 2 heures, Chloé avait rédigé un rapport digne d'un expert chevronné. Sa conclusion était sans équivoque, une contrefaçon magistrale. Le docteur. Mercier joua l'avocat du diable. Et si c'était une restauration? Impossible, rétorqua Chloé. Les liants modernes sont intégrés à la couche picturale initiale. L'emplacement de la signature? Chloé afficha sur son téléphone une base de données qu'elle avait elle-même constituée. Sur 47 nymphéas authentifiés, aucun n'est signé à cet endroit. Chaque objection était balayée par des preuves factuelles. Le docteur. Mercier frissonna. Chloé, mesurez-vous la portée de vos accusations? L'assurance de Chloé vacilla un instant. Je ne veux pas causer d'ennui. Non, coupa fermement le docteur. Mercier. Vous nous avez peut-être sauvés d'un cataclysme. Elle composa un numéro. J'appelle l'équipe du musée d'Orsay. Et s'ils refusent de me croire? Alors ils commettront la même erreur que nous tous. Le téléphone sonna. Docteur. Roussel? Geneviève Mercier. J'ai besoin de votre équipe. D'urgence. Nous avons une affaire de fraude internationale. Et notre experte principale est déjà sur les lieux. Le docteur. Bernadette Roussel et son équipe arrivèrent le lendemain, bardés d'équipements de pointe. Où est cet expert? Demanda le docteur. Roussel, sceptique. Le docteur. Mercier désigna Chloé. Le regard du docteur. Roussel se glaça. Une enfant? Quelles sont ses qualifications? C'est très irrégulier, ajouta son collègue, Stéphane Garnier. Chloé sentit le mur du mépris se dresser devant elle. Mais la voix de sa mère résonna, montre-leur ce que tu as dans la tête. Le docteur. Mercier tint bon. Ces observations sont techniquement fondées et méritent d'être examinées. Sans formation, sans diplôme? C'est absurde, protesta le docteur. Roussel. Alors, Chloé prit la parole. En italien, elle détailla les anomalies techniques. Puis en français, elle disséqua les méthodes impressionnistes. Puis en allemand, elle cita des protocoles de musées européens. Le silence se fit. Où avez-vous appris tout ça? Balbutia Garnier. Je me suis instruite, répondit Chloé. Le savoir n'a pas besoin d'autorisation. Peu importe, trancha le docteur. Roussel, vexé. Quand nos analyses contrediront les siennes, j'exigerai des excuses. Chloé la fixa. Les preuves parleront, madame. En quelques heures, la dynamique changea.
Chloé n'était plus une curiosité, mais une boussole. Concentrer les rayons X ici, suggérait-elle. Et l'image confirmait ses dires. Elle traduisait des documents techniques que l'équipe ne pouvait déchiffrer. Cette inscription est en flamand, dit-elle à Garnier en examinant une signature. Le faussaire s'est trompé de convention. Garnier vérifia. Elle a raison. Incroyable. À chaque test, les conclusions de Chloé étaient validées. En 20 ans de carrière, admit le docteur. Roussel à contre-cœur, je n'ai jamais vu une analyse préliminaire aussi juste. L'équipe l'a consulté désormais avant chaque étape. Si ce tableau est un faux, dit Léo Bernard, le plus jeune, combien y en a-t-il d'autres? L'analyse de Chloé pointait vers un réseau international. Regardez ce coup de pinceau, expliqua-t-elle. Le même que sur 3 œuvres vendues aux enchères le mois dernier. Artistes différents, même faussaire. Le soir, le verdict tomba, le Monet était un faux. Sans Chloé, nous serions passés à côté, conclut Garnier. Pour la première fois, Chloé sentit son intelligence reconnue. Nous avions un trésor sous les yeux pendant 12 ans, dit le docteur. Mercier. Le lendemain, le docteur Mercier affronta son conseil d'administration. Une enfant de 12 ans a découvert une fraude de 12 millions d'euros? Ironisa le président, Pierre Dubois. Elle n'a aucune qualification, ajouta Daniel Martin. Le talent n'a pas besoin de permission, rétorqua le docteur. Mercier en étalant le rapport de Chloé. Les normes sociales nous ont presque coûté une fortune. Chloé a empêché un désastre. Elle mit sa démission dans la balance. Si vous n'investissez pas dans ce talent, je la recommanderai moi-même au Louvre. Le vote passa de justesse. Quand le docteur Mercier lui annonça la nouvelle, Chloé posa une condition, je veux continuer à aider ma mère. Pour ne jamais oublier. Cet après-midi-là, le docteur Mercier lui remit une clé en laiton. C'est la clé de la bibliothèque, dit-elle. Elle symbolise l'accès. L'accès à la connaissance et à la reconnaissance que vous méritez. Les larmes aux yeux, Chloé serra la clé. Elles prirent le thé, désormais comme des égales. Merci de m'avoir vu, dit Chloé. Merci de m'avoir ouvert les yeux, répondit le docteur Mercier. Ce soir-là, Chloé retrouva sa mère. Maman, ils vont payer mes études. Ils m'ont donné la clé. Ils m'appellent consultante. Sandrine pleura en touchant la clé. J'ai toujours prié pour que quelqu'un voie ton talent. C'est grâce à toi, maman, dit Chloé. L'histoire se propagea. D'autres employés révélèrent leur talent caché. Nicolas Durand, le gardien, écrivait de la poésie. Chloé lança des cours de langue. Tu nous as montré que l'invisible a de la valeur, lui dit Nicolas. 3 semaines plus tard, l'enquête de la BRB révéla un réseau criminel de 200 millions d'euros. Le commandant Valéry Lefebvre déclara que les compétences de Chloé étaient indispensables pour le démanteler. C'est alors qu'Antoine Dubois, le marchand d'art, arriva, arrogant. Cette affaire est une farce. Il toisa Chloé. Que fait cet enfant ici? Quand on la présenta comme experte, il éclata de rire. Puis, se croyant à l'abri, il parla en français à son assistant. Ces provinciaux ignorants ne comprennent rien. Et cette petite fille ne parle certainement pas français. Notre réseau à Milan est intouchable. Il déballa toute son opération. Chloé se leva. Monsieur Dubois, dit-elle dans un français parfait, j'ai tout compris. Le visage de Dubois se décomposa. C'est impossible. Elle parle aussi italien, dit Chloé en changeant de langue pour citer ses aveux sur ses complices à Milan. Dubois s'effondra. Comment? J'ai étudié pendant que vous me sous-estimiez, répondit Chloé. En quelques minutes, des raids étaient lancés dans toute l'Europe grâce à ces informations. Une enfant a détruit mon empire, gémit Dubois. Votre arrogance vous a détruit, corrigea Chloé. J'étais simplement là pour écouter. Le lendemain, la conférence de presse fut un événement mondial. Le docteur Mercier présenta Chloé, 12 ans, comme la femme qui a démasqué le plus grand réseau de fraude artistique de l'histoire. Les questions fusèrent. Chloé répondit avec une aisance déconcertante, passant d'une langue à l'autre.
Le hashtag Le Talent sans uniforme explosa en ligne. Monique Lefèvre fit des excuses publiques. J'ai eu tort, dit-elle. J'apprécie, répondit Chloé, mais je préférerais que vous financiez des programmes éducatifs. Le docteur Mercier annonça la création de bourses pour les talents non conventionnels. Puis elle offrit à Chloé une édition rare d'un livre d'histoire de l'art. Les offres affluèrent du monde entier, mais Chloé décida de rester. Je veux prouver que l'excellence peut naître n'importe où. Les caméras se tournèrent vers sa mère, Sandrine, en larmes au premier rang. C'est ma mère, dit Chloé. C'est elle qui a rendu tout cela possible. La salle entière lui fit une ovation. 6 mois plus tard, la galerie avait changé. Chloé y donnait des visites guidées. Le réseau de faussaires était tombé. Chloé suivait des études supérieures tout en écrivant un livre. Les autres employés s'épanouissaient, leur talent enfin reconnu. Chloé encadrait des jeunes, leur enseignant sa leçon la plus précieuse. Dans un discours à l'ONU, elle demanda « Combien de génies laissons-nous dans l'ombre ?» Le soir, à son bureau, entouré de livres, Chloé regardait par la fenêtre. Son téléphone vibra. Un message d'un jeune prodige des maths, enfin reconnu. Puis un autre. L'effet d'entraînement continuait. Chloé sourit. Quelque part, une autre personne invisible venait d'être vue. Parce que le talent n'a pas besoin de permission. Seulement de reconnaissance.